Carmen Dubois ajusta ses lunettes à monture dorée alors qu'elle contemple son reflet dans le miroir embué des toilettes des professeurs. Les rides autour de ses yeux semblent plus profondes en ce matin de février, comme des sillons creusés par des années de sourires forcés et de larmes retenues. Ses mains tachées de craie et marquées par le temps tremblent légèrement, tandis qu'elle lisse les cheveux grisonnants qui s'obstinent à s'échapper du chignon qu'elle perfectionne depuis des décennies. 58 ans de vie 30 sept consacrés à la salle de classe de l'école primaire Jean-Jacques Rousseau, au centre de Paris, et maintenant elle se sent comme un vieux meuble que personne n'a le courage de jeter. L'écho des paroles du directeur résonne encore dans son esprit comme des glas funèbres. « Vous êtes trop sentimentale pour être efficace, mademoiselle Dubois. » Il l'avait dit la semaine passée devant tout le personnel enseignant réuni dans la salle des professeurs, qui sentait le café rance et les ambitions fanées lorsqu'elle avait suggéré d'organiser une collecte de manteaux pour les sans-abri qui vivaient près de l'école. Le directeur Richard Moreau, un homme d'une quarantaine d'années qui était arrivé au poste plus par piston que par mérite éducatif, avait tapé sur sa montre de marque avec son index, tout en prononçant la sentence « Les temps ont changé ». La compassion ne paie pas les factures. Les rires étouffés de ses jeunes collègues l'avaient transpercé comme des dagues invisibles, chacune plantant un nouveau clou dans le cercueil de sa dignité professionnelle. Carmen avait souri poliment, comme toujours, comme elle avait appris à le faire durant des décennies d'humiliations silencieuses, de commentaires mordants déguisés en plaisanteries d'exclusion qui se présentaient comme des égards. Mais cette nuit-là, alors qu'elle marchait sous la pluie persistante de février vers son petit appartement dans le quartier du Marais, son cœur se sentait aussi vide que les rues mouillées qui reflétaient les lumières jaunâtres des réverbères. Son sac en cuir usé dégouttait d'eau sale sur ses chaussures à talons bas. Ses pieds la faisaient souffrir après 8 heures debout devant le tableau noir. Son dos se plaignait des heures courbées sur les minuscules bureaux des enfants et son âme semblait s'être évanouie comme la vapeur qui s'échappait des égouts ouverts. La solitude l'enveloppait comme une lourde et humide couverture. Elle n'avait pas été invitée au dernier dîner du personnel enseignant, une tradition mensuelle qui auparavant incluait tous les professeurs. « On a pensé que vous seriez fatigué », lui avait dit Patricia, l'une des jeunes institutrices de cours préparatoires, sans même la regarder dans les yeux, alors qu'elle organisait des papiers inexistants sur son bureau. Le mensonge pieux faisait plus mal que la vérité brutale. Carmen savait qu'elle avait été délibérément exclue, que ses collègues la voyaient comme un rappel inconfortable de ce qu'ils pourraient devenir insignifiants, obsolètes, oubliés. À la maison, personne ne l'attendait. Son appartement de 2 pièces décorées avec des meubles qu'elle avait hérités de sa mère et des livres que personne ne lisait plus était devenu un musée de souvenirs qu'elle visitait seule. Sa fille, Monique, avait cessé de l'appeler après que Carmen avait refusé de se porter garante pour un autre prêt destiné à l'un de ses projets entrepreneuriaux qui échouait invariablement. « Tu ne m'as jamais vraiment soutenu », avait été son adieu cruel lors de leur dernière conversation téléphonique il y a 3 mois. « Tu as toujours été avare et égoïste. » Son petit-fils Sébastien, maintenant âgé de 16 ans, qui adorait autrefois passer les après-midi à écouter ses contes avant de dormir, lui envoyait désormais des réponses d'un seul mot lorsqu'elle osait lui écrire des SMS « Ok, merci, bye ». Parfois, Carmen parlait seule dans la cuisine, juste pour entendre une voix humaine dans le silence asphyxiant de son foyer. Elle préparait le thé comme s'il s'agissait d'un rituel sacré, commentant chaque étape du processus. Maintenant, « Je mets la bouilloire sur le feu. L'eau doit être presque bouillante. Comme les tasses en porcelaine que maman m'a offertes sont jolies. » C'était pathétique, elle le savait, mais c'était la seule façon d'écarter le sentiment qu'elle était en train de s'évanouir, qu'elle pourrait disparaître complètement sans que personne ne s'en aperçoive. Ce fut au cours d'une de ces matinées, grises et froides de février, lorsque le vent glacial s'infiltrait par les fentes des fenêtres de sa classe et que les enfants arrivaient avec le nez gelé et les joues rouges, qu'elle le vit pour la première fois. Un homme dans un manteau effiloché de couleur marron, assis contre le mur arrière de la cour de l'école, celui qui donnait sur la rue moins fréquentée et où s'accumulaient les ordures que le vent emportait. Elle le remarqua parce qu'il ne mendiait pas comme d'autres sans-abri qui apparaissaient occasionnellement dans le quartier. Il ne tendait pas la main et ne tenait pas de pancarte en carton avec des messages désespérés écrits au marqueur délavé. Il restait simplement immobile,
le dos appuyé contre les briques recouvertes de mousse du mur, les jambes tendues et les bras croisés sur la poitrine, comme quelqu'un qui attendait de disparaître, de se fondre dans l'architecture, jusqu'à devenir invisible. Ses yeux enfoncés dans des orbites ombragées par des jours sans sommeil suffisant regardèrent le pavé fissuré avec une résignation que Carmen reconnut immédiatement. C'était la même expression qu'elle voyait dans son propre miroir, chaque matin, celle de quelqu'un qui était devenu transparent pour le monde, qui avait cessé d'exister sur le radar de l'humanité, qui avait été classé comme obsolète et insignifiant. Ses vêtements, bien que sales et usés, avaient été de bonne qualité à un moment donné. On le remarquait à la coupe du pantalon, à la forme de la veste aux chaussures, qui avait autrefois été en cuir fin et qui était maintenant craquelée et déformée par l'humidité constante. Pendant 3 jours consécutifs, il s'est assis au même endroit et pendant 3 jours, Carmen est passée, faisant semblant de ne pas le voir, alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée principale de l'école avec son sac chargé de copies à corriger et de leçons à préparer. Elle se disait que ce n'était pas sa responsabilité, qu'elle avait déjà suffisamment de problèmes, que la politique scolaire interdisait strictement toute interaction avec des personnes extérieures à l'établissement. Mais quelque chose, dans la quiétude de l'homme, l'inquiétait comme un écho de sa propre solitude, qui résonnait à des fréquences qu'elle seule pouvait entendre. Le 4e jour, Carmen se réveilla 1 heure plus tôt que d'habitude à 5 heures du matin au lieu de 6 heures. Ce n'avait pas été une décision consciente, elle ouvrit simplement les yeux dans la pénombre de sa chambre et sut qu'elle ne pourrait plus se rendormir. Ses mains se sont mues presque d'elles-mêmes pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, mais au lieu de faire seulement sa portion habituelle d'œufs brouillés et de pain grillé, elle se retrouva à préparer un sandwich supplémentaire, non pas n'importe lequel, mais un préparé avec le soin qu'elle réservait d'habitude aux occasions spéciales de fines tranches de dinde achetées chez le boucher de renom du marché de la moutarde de Dijon, qu'elle gardait pour les visites, qu'importante du pain complet frais qu'elle avait acheté la veille, une feuille de laitue croquante, méticuleusement lavée, une fine tranche de tomate mûre. Elle l'enveloppa dans du papier aluminium, comme s'il s'agissait d'un cadeau destiné à quelqu'un de spécial, les bords parfaitement pliés et les coins adoucis. Elle se dirigea vers l'école avec le sandwich dans son sac, sentant son cœur battre plus vite à chaque pas qui la rapprochait de sa destination. L'air matinal était chargé d'humidité et sentait les croissants fraîchement sortis des boulangeries voisines, l'échappement des bus qui commençaient leur trajet quotidien, le mélange particulier d'espoir et de résignation qui caractérisait les matins de jours ouvrables. En arrivant à l'école, Carmen regarda discrètement vers l'endroit où l'homme avait l'habitude d'être. Il était là, dans la même position, la tête inclinée vers le bas, comme s'il étudiait quelque chose de fascinant sur l'asphalte craquelé. Sans le regarder directement, Carmen se dirigea vers le banc le plus proche de la grille métallique qui séparait la cour de l'école de la rue, un banc en béton peint en vert qui avait connu des jours meilleurs et qui était maintenant écaillé et taché par la pluie. Elle laissa le sandwich emballé sur le siège, s'éloigna d'un pas apparemment nonchalant mais délibérément lent vers l'entrée principale de l'école et disparut à l'intérieur du bâtiment comme si de rien n'était. Pendant les cours de ce matin-là, Carmen ne put se concentrer sur les leçons de mathématiques qu'elle avait préparées avec tant de soin la veille. Ses élèves de CM2 32, enfants de 10 et 11 ans, avec leurs uniformes bleu marine et leurs visages attentifs remarquèrent immédiatement sa distraction. « Maîtresse Carmen, vous sentez-vous bien ?» lui demanda Sophie, une fillette de 10 ans, avec des couettes ébouriffées et des yeux curieux, qui était toujours assise au 2e rang et qui avait l'habitude de remarquer quand quelque chose n'allait pas. « On dirait que vous êtes inquiète. » Carmen sourit et hocha la tête, leur assurant que tout allait parfaitement bien, mais son esprit était dans la cour se demandant si l'homme avait trouvé sa petite offrande, s'il l'avait acceptée, s'il avait compris qu'elle venait d'un lieu de bonté sincère et non de pitié condescendante. Quand elle revint l'après-midi pour ramasser ses affaires et préparer les leçons du lendemain, elle emprunta délibérément le chemin le plus long qui la menait, près du banc. Le sandwich avait disparu. Le lendemain, Carmen prépara une pomme rouge et brillante, celle qu'elle achetait au stand de Madame Dupont au marché, parce qu'elle savait qu'elles étaient les plus sucrées, accompagnée d'une petite thermos de thé à la camomille, chaud sucré au miel d'abeille naturel. Elle le laissa au même endroit avec le même soin silencieux, le même rituel discret. Ce soir-là, quand elle passa pour vérifier,
Elle trouva de nouveau l'endroit vide et une étrange sensation de satisfaction l'envahit, comme si elle avait accompli une mission importante dont elle ne comprenait pas encore complètement la nature. Le rituel se répéta pendant plusieurs jours. Le matin, elle laissait de la nourriture. Le soir, elle trouvait l'endroit vide. Parfois, c'était un yaourt avec du granola et des fruits secs. D'autres fois, c'était des quesadillas faites maison avec des tortillas de maïs fraîchement achetées et du fromage de chèvre qu'elle faisait fondre méticuleusement jusqu'à obtenir la consistance parfaite, enveloppée dans des serviettes en papier pour conserver la chaleur. Occasionnellement, elle incluait des sucreries typiques, comme des calissons d'Aix ou des macarons achetés à la pâtisserie, qui étaient sur le chemin de sa maison, ou des fruits de saison comme des oranges pelées et séparés en quartiers prêtes à être mangés. Après une semaine de cet échange silencieux, Carmen osa inclure un petit mot écrit dans sa calligraphie ronde et soignée, la même qu'elle utilisait pour écrire des commentaires encourageants sur les examens de ses élèves. Même en hiver, la terre se souvient du printemps. C'était une ligne d'un poème de Paul Éluard, qu'elle avait enseigné à ses élèves des années auparavant, lorsqu'elle croyait encore fermement que la littérature pouvait changer les cœurs et ouvrir les esprits, lorsqu'elle pensait que les mots avaient le pouvoir de transformer le monde. Il n'y eut pas de réponse écrite. Seul le silence éloquent de la nourriture qui disparaissait chaque jour, comme par magie, comme si un esprit bienveillant l'emportait vers le royaume des nécessiteux. Mais Carmen savait qu'elle avait été reçue par des mains humaines, consommée, par quelqu'un qui en avait besoin, et cela suffisait à combler un petit vide dans son cœur dont elle ne savait pas l'existence. La routine continua pendant plusieurs semaines de plus, devenant la partie la plus significative de la journée de Carmen. Elle se levait chaque matin avec un but renouvelé, planifiant ce qu'elle apporterait, comment elle le préparerait, quel message silencieux elle transmettrait à travers la nourriture. L'homme ne la regardait jamais directement lorsqu'elle déposait ses offrandes, mais Carmen savait qu'il l'avait vue. Il y avait une sorte de communication silencieuse entre eux, une compréhension qui transcendait les mots et était basée sur quelque chose de plus profond, la reconnaissance mutuelle de deux âmes solitaires qui s'étaient rencontrées dans le lieu le plus improbable. Ses élèves commencèrent à remarquer des changements subtils dans son comportement. Carmen souriait plus sincèrement. Ses explications étaient plus patientes, ses corrections étaient plus constructives. « Maîtresse, vous êtes plus heureuse. » Ces derniers temps, commenta Diego, un enfant observateur de 11 ans, qui était toujours assis au premier rang et qui avait une perception émotionnelle surprenante pour son âge. « Il vous est arrivé quelque chose de bien. » Carmen sourit simplement et lui dit que parfois les bonnes choses arrivent sans qu'on s'en rende compte, ce qui était plus vrai que l'enfant ne pouvait l'imaginer. Mais comme toutes les routines, qui semblent éternelles, celle-ci était également destinée à changer. Un vendredi matin de mars, lorsque les fleurs des jacarandas commençaient à peindre la ville de violet, et que l'air avait cette qualité spéciale qui annonce l'arrivée du printemps, Carmen arriva à l'école avec son offrande quotidienne, un sandwich au jambon et au fromage préparé, avec un soin particulier accompagné d'une orange pelée et d'une petite bouteille d'eau fraîche. Elle le laissa à l'endroit habituel et se dirigea vers sa salle de classe pour commencer une autre journée de cours. Lorsqu'elle revint l'après-midi, le sandwich était toujours là, intact, humide de la rosée, qui avait commencé à se former avec la baisse de la température. Son cœur se serra comme un poing fermé. Le lendemain, la même chose, la nourriture, restait intacte comme une offrande rejetée par les dieux. Et le jour suivant aussi. 3 jours consécutifs de nourriture abandonnée, de silence, qui criait plus fort que n'importe quel mot. L'absence de l'homme la frappa avec une force inattendue qui la laissa sans souffle. Elle se sentit honteuse de la profondeur de sa douleur d'avoir investi tant d'elle-même dans ces échanges silencieux avec un parfait inconnu. Avait-elle fait quelque chose de mal? Avait-elle offensé l'homme d'une manière ou d'une autre avec certaines de ses offrandes? Était-il malade, hospitalisé? Avait-il trouvé un meilleur endroit où rester? Était-il mort dans une ruelle sombre, seul et oublié, comme tant d'autres invisibles de la ville? Les questions la torturaient, pendant les cours devenant un bourdonnement constant au fond de son esprit qui ne la laissait pas se concentrer sur les leçons d'histoire sur la Révolution française ou sur les problèmes de division avec des décimales. Ses élèves la remarquaient distraite, absente, comme si une partie d'elle avait disparu avec l'homme au manteau marron. « Maîtresse, vous êtes très silencieuse aujourd'hui », commenta Alexandra, une fillette particulièrement perspicace
qui avait l'habitude de poser des questions gênantes. « Vous êtes triste pour quelque chose ?» Carmen força un sourire et continua. La leçon sur Victor Hugo, mais son esprit était ailleurs, perdu dans des soucis qu'elle ne pouvait partager avec personne. Pendant les nuits, alors qu'elle corrigeait les copies sur la table de sa salle à manger, sous la lumière jaunâtre d'une lampe qui avait appartenu à sa mère, Carmen se retrouvait à regarder par la fenêtre vers les rues éclairées par les Linmebeita. Réverbère se demandant où serait l'homme s'il allait bien, s'il avait trouvé quelqu'un d'autre qui se souciait de lui. La ville de nuit se voyait différemment depuis sa fenêtre du 5e étage, plus grande, plus froide, plus indifférente, aux drames petits et personnels qui se déroulaient dans ses coins sombres. Ce fut un mardi après-midi de fin mars, alors qu'elle organisait les examens de mathématiques de ses élèves, sur son bureau métallique et rayé, qui avait été témoin de décennies de travaux scolaires, que la lettre arriva qui allait tout changer. L'enveloppe en papier Kraft portait l'entête officielle du tribunal de grande instance de Paris, imprimée en lettres noires et solennelles, qui semblaient crier importance et urgence. Avec des mains tremblantes qui semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes, Carmen l'ouvrit et lut les mots qui la transporteraient dans un monde complètement différent du sien. Convocation. Vous êtes convoqué en tant que témoin. Dans l'affaire de l'État contre Édouard Moreau, accusé d'intrusion dans une propriété scolaire. Le nom ne lui disait rien au début, mais tandis que les mots se posaient dans son esprit comme des sédiments dans de l'eau trouble, elle sut, avec une certitude qui la frappa comme la foudre, qu'il s'agissait de lui. Édouard, l'homme du banc. Son vagabond silencieux avait un nom, un prénom, une histoire qui allait désormais s'entrelacer avec la sienne de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Cette nuit-là, Carmen ne put dormir. Elle resta éveillée dans son petit salon, regardant les photographies encadrées qui décorèrent le dessus de sa télévision comme des reliques d'une vie qui semblait avoir appartenu à une autre personne. Des images d'élèves des années passées, des visages jeunes et pleins d'espoir qui seraient maintenant des adultes, avec leurs propres soucis et responsabilités, son diplôme universitaire jauni par le temps témoignage de rêves qui avaient été plus grands que la réalité, une photo de sa remise de diplôme où elle souriait avec une fierté juvénile aux côtés de ses parents désormais décédés, qui avaient cru que leur fille changerait le monde, un élève à la fois. Comment était-elle arrivée à ce point? Comment une femme qui avait consacré sa vie à éduquer et à prendre soin des autres, qui avait passé des décennies à façonner des esprits jeunes et à essayer de rendre le monde meilleur, se retrouvait, maintenant impliquée dans une affaire juridique qui pourrait ruiner sa carrière et sa réputation? Elle se servit une tasse de thé à la camomille, le même que sa mère avait l'habitude de lui préparer quand elle était enfant, et qu'elle avait des cauchemars, et s'assit dans son fauteuil préféré, celui qu'elle avait hérité avec tant d'autres, meuble chargé de souvenirs. Les doutes l'assaillirent comme des fantômes dans la pénombre. Avait-elle mal fait de nourrir Édouard? L'administration scolaire allait-elle apprendre ses activités matinales? Allait-elle être licenciée pour avoir violé un protocole de sécurité qui était probablement enterré dans un manuel que personne ne lisait mais que tous étaient obligés de respecter? À 58 ans, trouver un autre travail serait pratiquement impossible. Qui embaucherait une maîtresse âgée considérée comme trop sentimentale dans un monde qui valorisait l'efficacité plutôt que la compassion? Mais au-dessus de la peur qui lui rongeait les entrailles comme un animal affamé, Carmen ressentait quelque chose de plus, une étrange sensation d'objectif qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, ses actions avaient eu un impact réel et tangible sur la vie de quelqu'un. Il ne s'agissait pas de notes aux examens standardisés ou de rapports administratifs que personne ne lirait, mais de quelque chose de fondamental et primitif, la survie d'un autre être humain. Mais que l'attendait-il dans cette salle d'audience et comment Édouard réagirait-il en la voyant? Le matin du procès se leva clair mais froid, avec cet air cristallin d'avril qui fait que les couleurs se voient plus intenses et les contours plus nets. Carmen se réveilla avant l'aube, après une nuit de sommeil fragmenté peuplée de cauchemars, où elle se voyait assise sur le banc des accusés, tandis que des voix anonymes la jugeaient pour des délits qu'elle ne comprenait pas. Elle s'habilla de son plus beau costume, un bleu marine de coupe classique, qu'elle avait acheté pour le mariage d'une nièce 5 ans auparavant, et qu'elle n'avait utilisé que pour des occasions importantes, comme les funérailles et les remises de diplômes. Elle se peigna soigneusement devant le miroir de la salle de bain,
appliqua un peu de rouge à lèvres sur ses joues pâles pour se donner de la couleur et de la vie, et mit son collier de perles, le seul cadeau précieux qu'elle avait reçu de son ex-mari avant qu'il ne décide qu'il avait besoin d'espace pour se retrouver, et qu'il ne l'abandonne pour une secrétaire de 20 ans plus jeune, avec des rêves de devenir mannequin et la patience nécessaire pour écouter ses crises de la quarantaine. Le tribunal de grande instance était un imposant bâtiment en pierre de taille grise, situé dans le centre historique de la ville, entouré de constructions coloniales qui avaient été témoins de siècles de justice française. Les colonnes néoclassiques et les arcs en plein cintre lui donnaient un air de solennité intimidante qui fit que Carmen se sentit encore plus petite et insignifiante qu'elle ne se sentait déjà. Les marches en marbre usées par des millions de pas de plaignants, de défendeurs d'avocats et de témoins semblèrent interminables, alors qu'elle les montait avec des jambes qui tremblaient sous le tissu de sa jupe. Carmen arriva tôt comme à son habitude et s'assit dans le couloir froid et résonnant entouré d'avocats en costume-cravate qui consultaient des dossiers volumineux de familles inquiètes qui murmuraient entre elles dans des langues qu'elle ne comprenait pas, et d'autres témoins qui semblaient beaucoup plus sûrs d'eux et de leur place dans cet écosystème juridique. Ses mains tremblèrent, tandis qu'elle serrait son sac à main, le même en cuir usé qu'elle utilisait pour transporter les copies de ses élèves, et qui ne contenait maintenant que sa carte d'identité, quelques pièces de monnaie et un mouchoir, qui avait appartenu à sa mère. Elle se sentait ridicule, déplacée comme une vieille dame qui avait pris le mauvais bus et s'était retrouvée dans une destination qui ne figurait sur aucune carte qu'elle connaissait. Les sons du tribunal l'accablaient, l'écho des pas dans les couloirs de marbre, le murmure constant des conversations juridiques, le martèlement intermittent de machines à écrire, dans les bureaux voisins, le tintement de clés et de menottes, entre les mains des agents de sécurité. Quand Édouard entra dans la salle escorté par un gardien, Carmen retint son souffle et sentit son cœur s'arrêter un instant avant de se mettre à battre rapidement. Le changement était si saisissant qu'elle douta un instant que ce soit la même personne. Ses cheveux, auparavant emmêlés et sales comme un nid d'oiseau abandonné, étaient coupés et peignés avec soin. Ses yeux, qui auparavant regardèrent le sol avec désespoir, étaient maintenant vifs et propres, brillants d'une intelligence qui avait été cachée sous des couches de douleur et d'abandon. Il portait un costume prêté qui était légèrement grand aux épaules et un peu court aux manches, mais qui transformait complètement son apparence et lui rendait une dignité que Carmen ne savait pas qu'il avait perdue. Il ressemblait à un homme différent, quelqu'un qui avait retrouvé non seulement son hygiène personnelle, mais aussi son sens de l'estime de soi, sa place dans le monde en tant qu'être humain méritant respect et considération. Leurs regards se croisèrent pendant un moment qui parut durer une éternité, et Édouard hocha légèrement la tête, un geste petit mais chargé de sens qui traversa l'espace entre eux comme un message codé que seuls eux pouvaient déchiffrer. Ce fut une reconnaissance silencieuse, un remerciement muet, une promesse tacite que ce qu'ils avaient partagé durant ces semaines d'échanges silencieux avait signifié quelque chose d'important pour tous les deux. Carmen voulut pleurer, mais elle se retint en serrant les lèvres et en respirant profondément. Ce n'était pas le moment des émotions débordantes, c'était le moment d'être présente, d'être forte, d'affronter toutes les conséquences qui pourraient découler de ces actes de bonté. Le procureur, un jeune homme à l'air sévère avec une serviette en cuir noir qui semblait contenir les destins d'une demi-ville, présenta l'affaire comme si Édouard était un criminel dangereux qui représentait une menace pour la société civile. L'accusé, dit-il d'une voix ferme et professionnelle qui résonnait dans les murs de la salle, a rôdé à plusieurs reprises aux alentours d'une école primaire, sans domicile fixe, avec des antécédents de vagabondage et de comportement antisocial, qu'il représente un risque potentiel pour les mineurs qui étudient dans la dite institution. La sécurité de nos enfants ne peut être compromise par des individus qui ignorent délibérément les lois de la propriété privée et qui pourraient avoir des intentions qui vont au-delà de la simple recherche d'un abri. Chaque mot était comme un coup de poignard pour Carmen, qui voyait Édouard assis sur le banc des accusés, les mains jointes sur la table, conservant son sang-froid, malgré les accusations qui le peignaient comme un monstre potentiel. Elle connaissait la vérité. Elle avait vu la quiétude de sa souffrance, la dignité silencieuse de sa faim, la gratitude humble avec laquelle il recevait les petites offrandes de nourriture. Elle savait que le seul crime d'Édouard avait été d'être invisible pour une
Société qui préférait ignorer ses membres les plus vulnérables plutôt que d'affronter les réalités inconfortables de la pauvreté et de l'abandon. L'avocat de la défense, un homme âgé aux cheveux gris et à l'expression fatiguée qui semblait avoir vu trop de cas similaires, fit ce qu'il put avec les ressources limitées de la défense publique. Il parla de circonstances atténuantes, de l'absence d'antécédents pénaux graves, de la nécessité de prendre en compte le contexte social plus large qui conduisait des personnes comme Édouard à vivre dans la rue. Mais ces arguments sonnaient mécaniques rodées comme s'il les avait prononcés des centaines de fois, dans des affaires similaires, qui s'étaient terminées par des sentences prévisibles. Lorsque le juge, un homme d'âge moyen, avec une moustache grise et une expression sévère, qui semblait avoir perdu toute illusion sur la nature humaine des décennies auparavant, demanda si l'accusé souhaitait déclarer pour sa propre défense, la salle sombra dans un silence attentiste qui semblait vibrer de tension contenue. Édouard se leva lentement, avec des mouvements prudents, comme s'il était conscient que chaque geste serait jugé et analysé. La salle entière sembla retenir sa respiration alors qu'il se préparait à parler, et Carmen sentit son propre cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans la salle pouvait l'entendre. « Oui, j'ai violé la propriété », commença Édouard d'une voix basse mais claire, chaque mot résonnant dans l'espace silencieux de la salle, comme des gouttes d'eau dans un étang. Non pas pour faire du mal, mais pour survivre, parce que quelqu'un m'a nourri. Il leva lentement la main et désigna l'endroit où se trouvait Carmen, qui sentit tous les regards de la salle se tourner vers elle comme des projecteurs sur une scène. L'air s'épaissit de surprise et de curiosité, et Carmen sentit qu'elle rougissait jusqu'à la racine des cheveux. « Elle m'a donné à manger », continua Édouard, sa voix gagnant en force et en confiance à chaque mot. « Non par pitié, mais parce qu'elle m'a vu. Elle m'a vraiment vu quand le reste du monde avait décidé que j'étais invisible. » Un murmure de surprise parcourut la salle, comme une vague des avocats chuchotant entre eux, des spectateurs se penchant en avant pour mieux entendre le juge, ajustant ses lunettes pour mieux observer Carmen. Carmen sentait que son cœur allait sortir de sa poitrine, que le sang lui rugissait dans les oreilles, comme une cascade. Elle ne s'y était pas attendue. Elle n'avait pas imaginé que son petit acte de bonté deviendrait le centre d'une procédure judiciaire, que ses sandwichs silencieux deviendraient des preuves dans une affaire judiciaire. Édouard se tourna vers le juge, le regardant droit dans les yeux, avec une franchise qui surprit tout le monde dans la salle. Pendant des semaines, elle a laissé de la nourriture près de la grille de l'école. Des sandwichs préparés avec soin, des fruits frais, du thé chaud dans les matins froids. Elle ne m'a jamais rien demandé en retour. Elle n'a jamais voulu de reconnaissance ni de gratitude publique. Elle le faisait en silence comme quelqu'un qui comprend profondément ce que signifie être invisible dans ce monde. Il fit une pause, avala sa salive avec difficulté et continua d'une voix légèrement tremblante d'émotion contenue. « Je ne vous ai jamais dit merci. J'avais honte de ma situation, de mon apparence, d'être tombé si bas que j'avais besoin de la charité d'une inconnue. Mais elle a continué à me nourrir jour après jour, sans me juger, sans poser de questions, sans rien attendre en retour. » Il se tourna de nouveau vers le juge avec une intensité qui fit que le magistrat se pencha en avant. « Je crois qu'elle ne le faisait pas seulement par bonté envers moi. Je crois qu'elle le faisait parce que peut-être personne ne la nourrit elle non plus. Pas avec de la nourriture, mais avec de la gentillesse, de la reconnaissance, avec la confirmation que son existence compte dans ce monde. » Les mots d'Édouard frappèrent Carmen comme une révélation qui la laissa sans souffle. Dans son simple acte de donner, elle avait aussi demandé quelque chose, une connexion humaine, un but, la confirmation que sa vie avait de la valeur au-delà des notes qu'elle mettait aux examens et des leçons qu'elle répétait mécaniquement. Jour après jour, Édouard avait vu à travers sa générosité la solitude qui la motivait et avait mis en mots ce qu'elle-même n'avait pas osé admettre. Le juge resta silencieux pendant un moment qui parut s'étendre comme l'éternité, observant, alternativement Édouard et Carmen, avec une expression qui se radoucit graduellement de la sévérité professionnelle vers quelque chose de plus humain. Il ôta ses lunettes pour les essuyer soigneusement avec un mouchoir, un geste qui sembla lui donner le temps de traiter ce qu'il venait d'entendre. Quand il reprit la parole, sa voix avait perdu une partie de sa sévérité officielle et sonnait, plus comme celle d'un homme qui avait soudainement rappelé que la justice ne se trouve pas toujours dans les codes légaux,
Affaire classée. L'accusé est libéré de toutes les charges. Le coup de marteau résonna dans la salle comme un écho de libération et Carmen sentit qu'une tension qu'elle ne savait même pas qu'elle portait se libérait de ses épaules comme un poids physique qui avait finalement été enlevé. Après le procès, Carmen resta assise à sa place pendant plusieurs minutes abasourdie par la rapidité avec laquelle tout avait changé et par les émotions contradictoires qui l'envahissaient. Peu à peu, la salle se vida des avocats qui rangeaient leurs dossiers dans des serviettes en cuir, des familles qui embrassèrent leurs proches libérés des fonctionnaires de justice qui pensaient déjà à l'affaire suivante de leur agenda interminable. Quand finalement la salle fut presque vide, Édouard s'approcha d'un pas hésitant, s'arrêtant à une distance respectueuse, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'envahir son espace personnel. « Madame », dit-il, ôtant un chapeau imaginaire, dans un geste de courtoisie ancienne, « pardonnez-moi. » Carmen leva les yeux confuse par la requête. « Pardon pourquoi ? Non pas pour avoir eu besoin d'aide, » précisa Édouard avec un sourire triste qui transforma complètement son visage. « Mais pour n'avoir jamais dit merci, pour avoir été un lâche qui recevait la bonté en silence, sans avoir le courage de la reconnaître. » Carmen sentit que les larmes retenues pendant si longtemps par des années de frustration et de déception trouvaient finalement leur chemin vers la surface. « J'avais besoin de vous aussi, » murmura-t-elle. Et en disant ces mots, elle se rendit compte que c'était la vérité la plus profonde qu'elle avait prononcée depuis des années. Ils restèrent debout dans la salle d'audience, deux personnes qui avaient découvert que le salut arrive parfois déguisé sous l'apparence de l'opportunité de sauver un autre, que la rédemption personnelle peut se trouver dans les plus petits actes de bonté humaine. Dans les jours qui suivirent le procès, Carmen et Édouard commencèrent à se connaître au-delà des échanges silencieux de nourriture qui avaient marqué le début de leur amitié. Ils se retrouvèrent dans un petit café près de l'école, un endroit modeste, avec des tables en bois usées et l'arôme constant de café fraîchement moulu, où Édouard lui raconta des fragments de son histoire avec la prudence de quelqu'un qui avait appris à protéger ses blessures les plus profondes. Il avait été ingénieur civil, apprit Carmen avec surprise diplômé, avec les honneurs de l'École nationale des ponts et chaussées il y a plus de 20 ans. Pendant 15 ans, il avait travaillé dans une entreprise de construction prestigieuse, concevant des ponts et des bâtiments qui ornaient encore le paysage urbain de la ville, comme des témoignages silencieux d'une vie productive qui avait existé avant la chute. Tout changea lorsque son épouse Luce fut diagnostiquée d'un cancer du pancréas, à un stade avancé que les médecins décrivirent avec la froideur clinique de quelqu'un qui avait vu trop de morts. Édouard dépensa toutes ses économies accumulées pendant des années de travail responsable en traitements privés qui promettaient de l'espoir, mais n'offraient pas de garantie. Il hypothéqua la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Avec tant d'efforts, vendit sa voiture et tout ce qui avait de la valeur, et finalement emprunta de l'argent à des prêteurs informels avec des taux d'intérêt qui croissaient comme des tumeurs malignes. Lorsque Luce mourut après 2 ans de lutte courageuse mais inutile, Édouard n'avait pas seulement perdu l'amour de sa vie, mais aussi tout ce qu'ils avaient construit ensemble pendant 15 ans de mariage. La maison fut vendue aux enchères, les dettes le poursuivirent comme des fantômes vengeurs, et la dépression l'emmena dans un abîme dont il ne put sortir malgré les efforts bien intentionnés d'amis qui se lassèrent graduellement de ses silences et de sa tristesse. Il perdit son travail à cause d'absences constantes et de performances médiocres. Il ne put pas payer les dettes qui continuaient à croître avec les intérêts composés et finalement, il se retrouva dans la rue avec seulement les vêtements qu'il portait et un petit sac à dos contenant des photographies de Luce et quelques documents qui n'avaient plus de valeur pratique, mais qu'il ne pouvait pas abandonner. « J'ai cessé de croire que je méritais d'être en vie », confessa-t-il à Carmen un soir, alors qu'il remuait le sucre dans son café avec des mouvements mécaniques. La culpabilité me rongeait vivant. Je pensais que si j'avais été un meilleur mari, un meilleur pourvoyeur plus intelligent, j'aurais peut-être trouvé un moyen de la sauver. Je me suis convaincu que sa mort était ma punition pour avoir été indigne. Carmen l'écoutait le cœur serré, reconnaissant dans son histoire les échos de sa propre perte et de son désespoir. Bien qu'ils n'aient pas perdu leurs êtres chers, de la même manière tous deux avaient ressenti cette sensation dévastatrice de devenir transparents, de cesser d'importer pour le monde, d'être classés comme jetables par une société qui avait peu de temps ou de patience pour la douleur qui ne se résolvait pas rapidement.
Le plus dur, continua Édouard, ce n'était pas la faim ni le froid, c'était l'invisibilité. Marcher dans des rues bondées et savoir que personne ne me voyait vraiment. Être traité comme faisant partie du paysage urbain comme un problème que les gens préféraient ignorer au lieu d'affronter. Carmen comprenait parfaitement ce sentiment. Bien que son invisibilité ait été différente, celle d'une femme âgée dans un monde qui valorisait la jeunesse, celle d'une éducatrice dans une société qui rendait hommage aux enseignants par des mots mais les traitait comme des employés jetables, la douleur de ne pas être vue était universellement reconnaissable. Édouard avait commencé à lui rendre visite régulièrement après le procès, établissant une routine qui comblait les espaces vides dans la vie de chacun. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que Carmen commence à attendre avec une impatience sincère leur conversation. Il lui apportait de petits cadeaux qu'il trouvait lors de ses promenades dans la ville, une fleur sauvage trouvée en train de pousser entre les fissures du béton dans un parc oublié, un dessin fait au crayon au verso d'un dépliant publicitaire. Une pierre intéressante avec des veines de quartz qui avait attiré son attention, une feuille d'arbre à la forme particulièrement belle. Rien de coûteux mais tout chargé de sens, chaque objet choisi avec le soin de quelqu'un qui avait appris à trouver de la beauté là où d'autres ne voyaient que des ordures urbaines. Pour Carmen, ces cadeaux représentaient quelque chose qui avait été absent de sa vie pendant des années, la preuve tangible que quelqu'un pensait à elle quand elle n'était pas présente, qu'elle occupait un espace dans l'esprit d'une autre personne, qu'elle importait suffisamment pour mériter des gestes d'attention et d'affection. Pour la première fois depuis des années, Carmen avait quelque chose à attendre avec enthousiasme, en plus de ses cours et des routines mécaniques qui avaient dominé son existence. Ses élèves remarquèrent immédiatement le changement avec la sensibilité particulière que les enfants ont pour détecter les émotions des adultes importants dans leur vie. « Maîtresse, vous avez l'air plus heureuse », commenta Alexandra, une fillette de 11 ans particulièrement perspicace qui avait l'habitude de faire des observations qui surprenaient par leur précision émotionnelle. « On dirait que vous brillez plus. » Carmen sourit sincèrement, sans forcer le geste pour la première fois depuis longtemps, et se rendit compte que la fillette avait raison. Quelque chose à l'intérieur d'elle s'était illuminé comme si quelqu'un avait remplacé les ampoules de son âme par des plus brillantes. Ses cours devinrent plus dynamiques, ses explications plus patientes, ses interactions avec les élèves plus chaleureuses et authentiques. Même ses jeunes collègues commencèrent à solliciter ses conseils sur la gestion de la classe et les techniques d'enseignement, la traitant avec un respect qui avait été absent pendant des années. C'était comme si, en retrouvant son sens, du but personnel, elle avait aussi retrouvé son autorité professionnelle. Un vendredi après-midi d'avril, alors que Carmen organisait les travaux de ses élèves sur son bureau, Édouard arriva à l'école avec des nouvelles qui changeraient à nouveau le cours de leur vie. Il portait sur son visage une expression d'émotion contenue que Carmen n'avait pas vue auparavant, comme celle de quelqu'un qui avait reçu un cadeau inattendu et qui ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. Il avait trouvé du travail à la Bibliothèque nationale de France, l'un des lieux culturels les plus importants de la ville, un bâtiment moderne et spectaculaire qui se dressait comme un temple du savoir. Le travail consistait à ranger les livres sur les rayonnages infinis, à maintenir l'ordre dans les salles de lecture, où étudiants et chercheurs passaient des heures plongés dans des mondes de papier et à aider les utilisateurs à trouver le matériel dont ils avaient besoin pour leurs projets universitaires ou personnels. Le salaire était modeste, à peine suffisant pour couvrir les besoins de base, mais représentait la différence entre la survie et la dignité. Plus important encore, cela lui avait permis de louer une petite chambre propre dans une pension de famille, dans le quartier latin, un espace à lui où il pouvait fermer une porte et se sentir humain à nouveau. Tout a commencé avec vos sandwichs, ça dit-il à Carmen, lui remettant une carte faite à la main décorée de dessins de livres ouverts et de fleurs sauvages réalisées avec la précision de quelqu'un qui avait étudié le dessin technique. Vous m'avez rappelé que j'avais encore de la valeur en tant que personne. Vous m'avez donné la force d'aller à la bibliothèque pour lire, de me maintenir propre, de ne pas abandonner complètement. Le bibliothécaire en chef m'a vu là jour après jour et m'a finalement offert le travail. Carmen lut la carte ce soir-là dans la solitude de son appartement, assise dans son fauteuil préféré, sous la lumière chaude de la lampe de sa mère, et pleura pendant 15 minutes dans sa cuisine. Mais pour la première fois depuis des années,
C'étaient des larmes de joie pure et de gratitude accablante. Elle n'était pas seulement une maîtresse fatiguée et oubliée qui avait été reléguée en marge de la pertinence. Elle était quelqu'un qui avait été vu, valorisé, dont on avait besoin de manière qu'elle n'avait pas imaginé possible. Le changement chez Carmen ne passa pas inaperçu à l'école, où les changements subtils chez les personnes sont souvent détectés par ceux qui travaillent en étroite proximité, jour après jour. Sa façon d'enseigner retrouva la passion qu'elle avait progressivement perdue pendant des années de désillusion et de fatigue. Ses leçons devinrent plus créatives, intégrant des histoires personnelles et des exemples de la vie réelle qui donnaient vie aux mathématiques et à l'histoire d'une manière que ses élèves n'avaient pas connue auparavant. Un après-midi, alors qu'elle corrigeait des examens de sciences naturelles sur son bureau consciente, du bruit familier des enfants qui jouaient dans la cour pendant la récréation, le directeur Richard Moreau s'approcha de sa classe. Carmen se tendit automatiquement, se préparant à une autre critique ou commentaire désobligeant, mais quelque chose dans la posture de l'homme suggérait une attitude différente. Il resta debout près de la porte, l'observant travailler avec une expression pensive qui remplaçait son air habituel de supériorité professionnelle. « Carmen, dit-il, finalement utilisant son prénom pour la première fois depuis des mois, ce qui la surprit tellement qu'elle leva les yeux immédiatement. « J'ai remarqué un changement significatif chez vous ces derniers temps. Vos élèves sont plus motivés, plus participatifs en classe. Vos notes aux tests standardisés se sont considérablement améliorées. Qu'avez-vous fait de différent ?» Carmen examina la question avec soin, pesant le pour et le contre de révéler la transformation personnelle qu'elle avait vécue. Un instant, elle pensa à parler d'Édouard des sandwichs et du procès de la façon dont un acte de bonté, apparemment simple, avait transformé deux vies de manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Mais elle décida de garder cette histoire pour elle comme un trésor personnel, qui perdrait une partie de son pouvoir s'il était partagé avec désinvolture. « Je crois que je me suis souvenu pourquoi je suis devenue maîtresse », répondit-elle simplement, et cette réponse contenait plus de vérité que Richard ne pourrait jamais pleinement comprendre. Richard hocha la tête pensivement, comme si ces mots avaient résonné avec quelque chose dans sa propre expérience professionnelle. « Peut-être que nous avons tous besoin de nous rappeler de temps en temps pourquoi nous avons choisi ce métier », admit-il avec une humilité que Carmen n'avait jamais entendue dans sa voix auparavant. L'administration, les rapports, les pressions politiques, parfois cela nous fait oublier que nous sommes là pour les enfants. Il fit une pause regardant vers la cour où les élèves continuaient à jouer avec l'énergie inépuisable de la jeunesse, avant d'ajouter « Au fait, je réfléchissais à relancer le projet de la collecte de manteaux que vous aviez suggéré l'hiver dernier. Serait-ce intéressant pour vous de le coordonner? Je pense que nous pourrions faire quelque chose de vraiment significatif pour la communauté. » Carmen ressentit une vague de satisfaction et de validation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était comme si toutes les humiliations passées étaient en train de se dissoudre dans la confirmation que ses intuitions sur l'importance de la compassion dans l'éducation avaient été correctes dès le début. « J'adorerais, » répondit-elle, et cette fois son sourire était complètement authentique, rayonnant d'une confiance renouvelée qui transforma son visage. Quel impact ce projet aurait-il sur la communauté et comment l'amitié entre Carmen et Édouard continuerait-elle d'évoluer? Le projet de la collecte de manteaux devint un succès qui dépassa toutes les attentes, se transformant en quelque chose de bien plus grand que ce que Carmen avait imaginé à l'origine. Ce qui avait commencé comme une simple suggestion rejetée devint une mobilisation communautaire qui impliqua non seulement l'école, mais aussi tout le quartier environnant. Les TSNPT élèves apportèrent des vêtements de chez eux avec un enthousiasme qui contamina leur famille. Les parents d'élèves, initialement sceptiques quant à la capacité de l'école à organiser quelque chose de significatif, commencèrent à faire don d'articles neufs achetés spécifiquement pour la cause. Des commerçants du quartier, qui avaient vu grandir de nombreux élèves, contribuèrent avec des couvertures épaisses, des chaussures solides, et même quelques jouets pour les familles, avec de jeunes enfants qui vivaient dans des situations précaires. Carmen organisa tout avec la méticulosité de quelqu'un qui avait retrouvé son but vital, créant des listes détaillées, coordonnant les horaires de collecte et établissant des points de distribution qui maximiseraient la portée du projet. Elle travaillait tard dans son appartement, planifiant chaque aspect,
avec le soin d'un général préparant une campagne militaire, mais motivé par des motivations complètement opposées. Le désir de construire, au lieu de détruire, d'unir au lieu de diviser. Édouard, qui travaillait désormais à plein temps à la bibliothèque et avait développé un réseau de contacts parmi les sans-abri qui fréquentaient les lieux en quête d'un refuge contre le climat et d'un accès à l'information, devint le lien crucial entre les donateurs et les bénéficiaires. Son expérience de la vie dans la rue lui avait donné une connaissance intime de ceux qui avaient besoin d'aide le plus urgemment et où ils se rassemblaient pendant les mois froids. Voir Édouard aider à distribuer les dons fut pour Carmen une confirmation visuelle que sa vie avait de la valeur et du sens de manière qui s'étendait bien au-delà de la salle de classe. Elle observa comment il aidait un vieil homme à enfiler un manteau de laine épais, comment il traduisait les besoins d'une femme qui ne parlait qu'une langue indigène, comment il consolait un jeune homme qui vivait clairement les premiers jours dévastateurs de la vie dans la rue. La transformation d'Édouard n'était pas seulement physique, bien qu'il ait pris du poids et ait retrouvé des couleurs aux joues qui avaient été pâles à cause de la malnutrition, mais profondément spirituelle. Il avait retrouvé sa dignité, son sens du but, sa place dans le tissu social de la ville. Plus important encore, il avait trouvé un moyen de transformer ses souffrances passées en un outil pour aider les autres qui traversaient des expériences similaires. Lors de la cérémonie de remise des dons, qui eut lieu dans la cour de l'école un samedi matin, quand l'air avait cette qualité spéciale des jours qui promettent d'être importants, Carmen observa avec des larmes aux yeux comment les bénéficiaires recevaient les manteaux avec une gratitude qui allait bien au-delà des mots. C'était une gratitude qui s'exprimait par de longues étreintes, par des sourires qui transformaient les visages burinés par l'adversité, par des larmes qui parlaient de dignité retrouvée. Ce soir-là, Édouard rendit visite à Carmen dans son appartement pour la première fois, une étape qui marqua une nouvelle étape dans leur amitié. Elle avait préparé un dîner simple, mais soigné une soupe à l'oignon avec tous les accompagnements traditionnels du riz au poulet, préparé avec la recette de sa mère, et un flan en dessert fait maison, avec l'amour patient que requièrent les desserts faits maison. Ils dînèrent à la petite table de sa salle à manger, entourés des photographies de famille qui les observaient depuis leur cadre comme des témoins bienveillants de cette nouvelle configuration d'affection humaine. La conversation se déroula avec l'aisance de deux personnes qui avaient surmonté les barrières superficielles et avaient trouvé un terrain d'entente dans des expériences partagées de perte de récupération et de redécouverte du but. « Savez-vous ce qu'il y a de plus étrange dans tout ça ?» demanda Édouard tout en savourant le flan avec l'appréciation de quelqu'un qui avait oublié que la nourriture pouvait être plus qu'un simple carburant pour la survie. « Ce n'est pas seulement que vous m'ayez nourri le corps pendant ces semaines près de la grille, vous avez nourri mon âme. Vous m'avez rappelé que je méritais d'exister, que j'avais de la valeur en tant qu'être humain, quelles que soient mes circonstances économiques. » Carmen sentit une boule familière dans sa gorge, cette sensation qu'elle avait appris à associer au moment de vérité émotionnelle profonde. « Vous avez fait la même chose pour moi, » admit-elle d'une voix qui tremblait légèrement. « Je me sentais invisible, inutile, comme si mes 37 ans de travail n'avaient compté pour rien pour personne. Comme si j'étais un vieux meuble, que les gens toléraient, mais que personne ne valorisait vraiment. Mais quand je vous ai vu dans cette salle d'audience défendant ce que nous avions partagé parlant de moi, comme si j'étais importante, je me suis rendu compte que oui, ça compte. Tout compte, chaque petit acte de bonté, chaque moment de connexion humaine. » Ils restèrent silencieux un instant, chacun perdu dans ses propres pensées et dans la contemplation de la façon dont leur vie s'était entrelacée de manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le silence n'était pas inconfortable, mais contemplatif, chargé de compréhension mutuelle et de gratitude partagée. Finalement, Édouard parla avec la prudence de quelqu'un qui s'aventure en territoire émotionnel délicat. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Carmen hocha la tête, se sentant prête à répondre à n'importe quelle question après tout ce qu'ils avaient partagé. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais remarié? Une femme comme vous avec tant d'amour a donné tant de sagesse accumulée. » Carmen considéra la question avec soin, avant de répondre, examinant des décennies de décisions et de circonstances qui l'avaient menée à la solitude. « Je suppose qu'après le départ de mon mari, j'ai cessé de croire que quelqu'un pouvait vraiment me voir comme une personne complète et précieuse. Je me suis complètement investi dans mon travail, dans mes responsabilités d'éducatrice, mais j'ai cessé d'être moi-même
en tant que femme, en tant qu'être humain, avec des besoins et des désirs au-delà de la salle de classe. Jusqu'à ce que vous arriviez et me rappeliez que j'existais encore en tant que personne. Et maintenant ? Demanda Édouard doucement avec une délicatesse qui laissait entendre que la réponse était importante pour lui, d'une manière qui dépassait la simple curiosité. « Maintenant je sais que j'en vaux la peine », répondit Carmen, se surprenant elle-même par la fermeté et la conviction de sa voix. « Je sais que j'ai des choses importantes à offrir au monde et aux personnes qui croisent mon chemin. » La conversation se prolongea tard dans la nuit, explorant des territoires d'espoir et de possibilités que tous deux avaient considérés comme fermés à jamais. Quand Édouard finit par partir, Carmen resta éveillée pendant des heures, non pas à cause de l'anxiété ou de l'inquiétude, mais à cause de l'énergie positive qui coulait dans ses veines comme de l'électricité renouvelée. Les mois suivants apportèrent des changements qu'aucun des deux n'avait anticipés lorsqu'ils avaient commencé leur échange silencieux de nourriture près de la grille de l'école. La collecte de manteaux était devenue un programme permanent qui fonctionnait toute l'année, s'adaptant aux besoins saisonniers de la population vulnérable du quartier. En été, ils collectaient de l'eau en bouteille et de la crème solaire, en automne des chaussures solides et des vêtements imperméables, en hiver des couvertures et des manteaux épais. Carmen avait été invitée à présenter le programme lors de conférences pédagogiques où son histoire inspirait d'autres enseignants à développer des initiatives similaires dans leurs propres écoles. Son nom commença à apparaître dans des articles de revues pédagogiques comme un exemple de la façon dont les éducateurs peuvent avoir un impact positif sur leur communauté au-delà de la salle de classe traditionnelle. Édouard connut également des changements professionnels importants. Son travail à la bibliothèque lui avait donné accès à des ressources éducatives qui l'aidèrent à mettre à jour ses connaissances en ingénierie civile. Il commença à suivre des cours du soir pour se certifier dans les nouvelles technologies de construction et les logiciels de conception, dans l'espoir de retourner éventuellement à son domaine professionnel d'origine. Mais plus importante que la reconnaissance publique ou les opportunités professionnelles, était la profonde amitié qui avait fleuri entre Carmen et Édouard. Ils étaient devenus de véritables confidents, une famille choisie qui s'était trouvée dans les circonstances les plus improbables. Ils partageaient des repas réguliers qui alternaient entre l'appartement de Carmen et des restaurants modestes du quartier, visitaient des musées le week-end, comme des touristes dans leur propre ville, et discutaient des livres qu'Édouard empruntait à la bibliothèque et que Carmen redécouvrait à travers ses yeux. Un après-midi de mai, alors qu'ils se promenaient dans le parc des Buttes-Chaumont, parmi des familles qui appréciaient le temps parfait et des vendeurs ambulants qui proposaient des glaces et des ballons colorés, Édouard s'arrêta devant une fontaine ornementale et se tourna vers Carmen avec une expression sérieuse qu'elle avait appris à reconnaître comme un prélude à des révélations importantes. « Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit », commença-t-il, mettant ses mains dans les poches de son pantalon avec une nervosité évidente. « Quelque chose sur la raison pour laquelle j'ai vraiment arrêté d'apparaître ces jours précédant le procès. » Carmen sentit une boule d'appréhension dans son estomac, se préparant à une révélation qu'elle pressentait serait difficile à entendre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle avec douceur, se préparant émotionnellement à le soutenir. « Quoi qu'il révèle, j'avais décidé de me suicider, » confessa Édouard, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de l'eau qui tombait de la fontaine et des voix distantes des enfants qui jouaient. « J'avais tout planifié méticuleusement. J'allais sauter du pont des Arts à l'aube du lundi suivant. C'était la raison pour laquelle je n'ai pas mangé votre nourriture ces derniers jours. Je voulais laisser mon corps s'affaiblir afin qu'il soit plus facile de prendre la décision finale le moment venu. » Carmen se couvrit la bouche avec les mains horrifiées par le fait qu'elle avait été si près de perdre quelqu'un qui était devenu si important dans sa vie sans qu'elle le sache à ce moment-là. « Mais ensuite, la convocation judiciaire est arrivée, » continua Édouard, sa voix gagnant un peu plus de force. « Quand j'ai lu qu'on me convoquait au tribunal et que vous pourriez être appelé comme témoin, je me suis rendu compte que si je n'apparaissais pas, vous pourriez avoir des ennuis avec la justice. Je ne pouvais pas permettre que la femme qui m'avait montré une bonté inconditionnelle subisse des conséquences à cause de moi. J'ai donc décidé de vivre suffisamment longtemps pour vous protéger à cette audience, pour m'assurer que vous ne soyez pas puni pour vos actes de compassion. »
Les larmes coulaient librement sur les joues de Carmen, alors qu'elle traitait la gravité de ce qu'Édouard venait de révéler. Non seulement elle avait sauvé sa vie physique avec les sandwichs, mais elle avait été la raison pour laquelle il avait choisi de continuer à vivre au moment le plus critique. « Édouard », murmura-t-elle, ne trouvant pas les mots justes pour l'énormité de l'émotion qui l'envahissait. « C'est ça qui m'a vraiment sauvé », dit-il, la prenant doucement par la main, avec une tendresse qui contrastait avec la force de ses mots. Ce n'était pas seulement la nourriture ou la bonté, même si cela était crucial. C'était de savoir que quelqu'un pourrait être blessé si je disparaissais. Cela m'a donné une raison de vivre suffisamment longtemps pour me rappeler toutes les autres raisons pour lesquelles la vie en vaut la peine. Carmen l'embrassa au milieu du parc, sans se soucier des regards curieux des passants. À ce moment-là, elle comprit pleinement le pouvoir transformateur des actes de bonté les plus simples et apparemment insignifiants. Il ne s'agissait pas seulement de nourrir le corps de quelqu'un, mais de nourrir son âme, de lui rappeler qu'il compte, qu'il est vu, qu'il est aimé, du simple fait d'exister. Cette étreinte dans le parc marqua un moment de profonde compréhension. Pour tous les deux, ils avaient sauvé la vie l'un de l'autre, de manière qui allait bien au-delà de la survie physique. Ils s'étaient mutuellement sauvés de l'isolement, du désespoir, du sentiment que leurs existences n'avaient ni valeur ni but. Les mois suivants apportèrent d'autres changements positifs qui semblèrent se multiplier comme des ondes dans un étang. Le programme d'aide communautaire coordonné par Carmen avait attiré l'attention d'organisations caritatives plus importantes qui offrirent des ressources supplémentaires et une expertise logistique pour étendre sa portée. Édouard avait été promu superviseur de la section d'histoire locale à la bibliothèque, un poste qui lui permettait d'utiliser son diplôme universitaire et qui était assorti d'un salaire lui permettant de vivre avec une dignité authentique. Mais peut-être le changement le plus significatif fut dans la perception qu'ils avaient tous les deux d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Carmen ne se voyait plus comme une maîtresse obsolète tolérée par la charité institutionnelle, mais comme une éducatrice expérimentée, dont la sagesse et la compassion étaient des ressources précieuses pour sa communauté. Édouard ne se définissait plus par ses pertes passées, mais par sa capacité actuelle à contribuer positivement à la société et à aider les autres qui traversaient des difficultés similaires. Un après-midi de septembre, alors que la chaleur de l'été commençait à céder aux premiers indices de l'automne, Carmen reçut un appel téléphonique qui la surprit profondément. La voix à l'autre bout du fil se présenta comme sa fille Monique, qui avait lu un article sur le programme d'aide communautaire dans le journal local et avait finalement compris des aspects de sa mère qu'elle avait mal interprétés pendant des années. « Maman, lui dit-elle entre des larmes que Carmen pouvait clairement entendre au téléphone, « pardonnez-moi. Je ne savais pas combien vous vous sentiez seule, combien vous aviez à donner. Je pensais que vous étiez seulement avare ou rancunière quand vous refusiez de me prêter de l'argent, mais maintenant je comprends que vous vouliez m'apprendre à valoriser les choses, à être responsable. Je vous aime, et je suis très fier de vous. » La réconciliation avec Monique apporta une joie inattendue qui compléta la transformation de Carmen de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Sa fille commença à lui rendre visite régulièrement, apportant parfois Sébastien, qui avait grandi considérablement, et montrait maintenant un intérêt sincère pour les histoires de sa grand-mère et pour le travail qu'elle accomplissait dans la communauté. Lors d'une de ses visites familiales, alors que Carmen préparait le dîner et racontait des anecdotes sur ses élèves, Sébastien fit une observation qui la toucha profondément. « Grand-mère, maintenant, je comprends pourquoi. Tu as toujours voulu être maîtresse. Ce n'est pas seulement pour enseigner les mathématiques ou l'histoire, n'est-ce pas? C'est parce que tu sais comment aider les gens à se sentir importants. » Cette observation de son petit-fils adolescent captura quelque chose d'essentiel sur la transformation que Carmen avait vécue. Elle avait redécouvert que le véritable enseignement va bien au-delà de la transmission d'informations académiques. Il s'agit de reconnaître et de nourrir la valeur humaine inhérente à chaque personne qui croise notre chemin. À l'école, l'attitude envers Carmen avait complètement changé de manière qui dépassait ce qu'elle avait osé espérer. Ses collègues, qui la voyaient auparavant comme une relique obsolète du passé éducatif, la recherchèrent maintenant activement pour lui demander conseil sur la façon de gérer des situations difficiles avec des élèves problématiques, des familles en crise et les défis émotionnels qui surgissent inévitablement en travaillant avec des enfants.
Son expérience accumulée pendant des décennies n'était plus considérée comme une preuve de son ancienneté, mais comme un trésor de sagesse pratique dont les jeunes enseignants pouvaient profiter. Le directeur Richard Moreau ne l'avait pas seulement invité à faire partie du comité des politiques scolaires, mais il avait commencé à consulter ses opinions sur des décisions importantes qui affectaient toute l'institution. Pendant les réunions du personnel qui avaient auparavant été des expériences d'humiliation subtiles, Carmen constatait désormais que ses contributions étaient écoutées avec un respect sincère et que ses suggestions étaient mises en œuvre avec enthousiasme. « Votre projet nous a appris quelque chose de fondamental », lui dit Richard lors d'une de ces réunions, alors qu'ils examinaient les résultats scolaires du semestre. Les enfants apprennent mieux quand ils sentent qu'ils font partie d'une communauté qui se soucie des autres. Leurs notes se sont améliorées, mais plus important encore, leur engagement émotionnel envers l'école est remarquablement plus fort. Carmen sourit en entendant cela, se souvenant comment elle était arrivée à la même conclusion, des décennies auparavant, seulement pour être ignorée jusqu'à ce que les circonstances aient créé l'espace pour que sa philosophie éducative fleurisse à nouveau. Édouard connut également des changements professionnels qui validèrent sa décision de continuer à se battre pour reconstruire sa vie. Son travail à la bibliothèque avait évolué au-delà des tâches de base d'organisation. Il avait commencé à développer des programmes d'alphabétisation pour adultes qui se trouvaient dans des situations similaires à celles qu'il avait vécues, utilisant sa propre histoire comme exemple, que la guérison était possible, quelle que soit la profondeur de la chute. « Les gens m'écoutent parce qu'ils savent que j'ai été là où ils sont », expliqua-t-il à Carmen lors d'un de leurs dîners hebdomadaires. « Je ne suis pas un travailleur social qui a étudié la pauvreté dans les livres. Je suis quelqu'un qui a vécu dans la rue et qui a trouvé un moyen de s'en sortir. Cela donne de la crédibilité à mes paroles d'une manière qu'aucun diplôme universitaire ne pourrait jamais atteindre. » Ces programmes avaient commencé à attirer l'attention d'organisations gouvernementales et non gouvernementales qui travaillaient avec des populations vulnérables. Édouard était devenu une ressource précieuse pour comprendre les besoins réels des sans-abri, non pas d'une perspective théorique, mais de l'expérience vécue. Un après-midi d'octobre, alors que les feuilles des arbres commençaient à changer de couleur et que l'air avait cette qualité cristalline qui annonce l'arrivée de l'hiver, Carmen et Édouard se retrouvèrent dans leur café préféré pour célébrer un anniversaire que tous les deux attendaient exactement un an depuis qu'elle avait laissé le premier sandwich près de la grille de l'école. « Avez-vous jamais imaginé qu'un sandwich pourrait changer autant ?» demanda Édouard en levant sa tasse de café pour un toast informel. « Je crois que ce n'était pas le sandwich, » réfléchit Carmen. C'était la décision de voir un autre être humain comme digne d'attention. Nous mourions tous les deux de faim, mais pas seulement de nourriture. Nous avions faim de connexion de but, de la confirmation que nos vies avaient de la valeur. Édouard hocha la tête pensivement. Je me demande combien de personnes dans cette ville se sentent exactement comme nous nous sentions il y a un an, invisibles, jetables, sans espoir. Cette conversation planta une graine qui allait devenir plus grande que ce qu'aucun des deux n'avait imaginé. Au cours des semaines suivantes, ils commencèrent à discuter de la possibilité de formaliser leur travail d'aide communautaire, de créer quelque chose de plus systématique qui pourrait toucher plus de personnes qui se trouvaient dans des situations similaires à celles qu'ils avaient vécues. L'idée évolua progressivement vers un concept plus ambitieux, un centre communautaire qui combinerait des services de base comme la nourriture et l'hébergement temporaire avec des programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et de soutien émotionnel. Il ne s'agirait pas seulement d'une autre cantine de bienfaisance, mais d'un endroit où les gens pourraient retrouver leur dignité tout en reconstruisant leur vie. On pourrait l'appeler « Maison de l'espoir », suggéra Carmen lors d'une de leurs séances de planification qui étaient devenues de plus en plus fréquentes et détaillées. « Ou le pont », proposa Édouard, « parce que c'est ce que ce serait un pont entre là où les gens sont et là où ils peuvent arriver. » Au cours des mois suivants, ils travaillèrent sans relâche pour transformer leur vision en réalité. Carmen utilisa ses contacts dans le système éducatif pour obtenir un soutien institutionnel et un accès aux ressources gouvernementales. Édouard mit à profit son réseau à la bibliothèque et parmi les organisations de services sociaux pour identifier des locaux potentiels et des sources de financement.
Le projet rencontra des obstacles bureaucratiques, une pénurie de fonds et le scepticisme de fonctionnaires qui avaient vu trop d'initiatives bien intentionnées échouer par manque de planification réaliste. Mais Carmen et Édouard persistèrent avec la ténacité de personnes qui avaient personnellement expérimenté à la fois le désespoir et la guérison et qui comprenaient viscéralement ce qui était en jeu. « Nous n'essayons pas de sauver le monde », dit Carmen à un fonctionnaire municipal particulièrement sceptique lors d'une réunion pour demander des permis. « Nous essayons de créer un endroit où les gens peuvent se sauver eux-mêmes avec le soutien et les ressources nécessaires. » Finalement, après près d'1 an de démarche, ils obtinrent l'autorisation d'utiliser un bâtiment abandonné dans le centre-ville, une ancienne usine textile qui avait fermé pendant la crise économique, mais qui disposait de l'infrastructure de base nécessaire à leur projet. L'inauguration de Le Pont eut lieu un après-midi pluvieux de novembre, exactement 2 ans après que Carmen ait vu Édouard pour la première fois près de la grille de l'école. L'événement était modeste mais significatif, avec la présence de fonctionnaires locaux, de représentants d'organisations caritatives et d'un groupe diversifié de personnes qui avaient bénéficié des programmes informels que Carmen et Édouard avaient coordonnés. Lors de son discours inaugural, Carmen réfléchit sur le chemin qui les avait menés jusqu'à ce moment. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie avait perdu tout son sens. Je me sentais invisible, inutile, comme si tout ce que j'avais donné pendant des décennies de travail n'avait compté pour personne. Ce que je ne comprenais pas alors, c'est que parfois, nous trouvons notre but le plus profond, dans les moments les plus sombres, lorsque nous osons tendre la main vers un autre être humain qui se débat lui aussi. » Édouard compléta ses paroles par une réflexion qui résonna profondément avec tous les présents. « Cet endroit existe parce que quelqu'un a décidé de me voir quand j'avais cessé de me voir moi-même. Parce que quelqu'un a cru que j'en valais la peine quand j'avais cessé de le croire. Nous espérons que Le Pont sera un endroit où d'autres personnes pourront redécouvrir leurs propres valeurs et trouver la force de reconstruire leur vie. » Les premiers mois de fonctionnement furent difficiles, avec des problèmes logistiques, des contraintes budgétaires et la courbe d'apprentissage inévitable de toute nouvelle organisation. Mais progressivement, Le Pont commença à démontrer son efficacité de manière qui validait la vision initiale de ses fondateurs. Des personnes qui étaient venues chercher seulement un repas chaud et un endroit sûr où passer la nuit commencèrent à participer au programme de formation professionnelle. Des adultes qui avaient abandonné l'école des décennies auparavant s'inscrivirent à des cours d'alphabétisation. Des individus qui avaient perdu espoir en l'avenir commencèrent à faire des projets pour reconstruire leurs relations familiales et leur carrière professionnelle. L'un des cas les plus poignants fut celui de Marie-Hélène, une femme de 45 ans, qui avait perdu son emploi de secrétaire lors d'une restructuration d'entreprise et s'était retrouvée à la rue après avoir épuisé ses économies et perdu son appartement. Elle arriva à Le Pont dans un état de désespoir similaire à celui qu'Édouard avait connu, mais grâce au programme de formation informatique et à la thérapie de soutien, elle réussit à trouver un nouvel emploi et finalement un endroit à elle où vivre. « Vous ne m'avez pas seulement donné de la nourriture et un refuge », dirent-ils à Carmen et Édouard lors de la cérémonie du premier anniversaire du centre. « Vous m'avez redonné la foi en moi-même et en la bonté de l'humanité. » Des histoires, comme celle de Marie-Hélène, se multiplièrent au cours de la 2e année de fonctionnement. Le Pont était devenu plus qu'un centre de service, c'était une communauté où les gens pouvaient redécouvrir leur dignité et reconstruire leur vie avec le soutien d'autres personnes qui comprenaient profondément les défis de la guérison. Carmen, qui avait maintenant 60 ans, avait trouvé une nouvelle phase de sa carrière qui combinait ses décennies d'expérience éducative avec sa passion renouvelée pour le service communautaire. Elle continuait à enseigner à mi-temps, à l'école, mais elle consacrait ses après-midi et ses week-ends à coordonner les programmes éducatifs de Le Pont. Édouard, quant à lui, était progressivement retourné au domaine de l'ingénierie, travaillant comme consultant sur des projets de logement social, tout en maintenant son engagement envers le centre communautaire. Son expérience personnelle avait ajouté une dimension humaine à son travail technique qui le rendait particulièrement efficace dans les projets destinés aux populations vulnérables. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de leur histoire était la façon dont leur amitié avait évolué vers quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient espéré trouver à ce stade de leur vie.
Il ne s'agissait pas d'une romance au sens traditionnel, mais de quelque chose de plus profond, une connexion basée sur la compréhension mutuelle, le respect sincère et l'expérience partagée d'avoir sauvé la vie de l'autre au moment le plus critique. Un après-midi de décembre, alors qu'ils examinaient les rapports annuels de Le Pont sur le petit bureau qu'ils partageaient au centre, Édouard fit une remarque qui captura parfaitement l'essence de ce qu'ils avaient construit ensemble. « Savez-vous ce qu'il y a de plus extraordinaire dans tout ça ?» demanda-t-il en organisant des photographies des personnes qui avaient été aidées au cours de l'année. Ce n'est pas seulement que nous ayons aidé des centaines de personnes à reconstruire leur vie, bien que ce soit incroyable. C'est qu'en le faisant, nous nous sommes aussi sauvés nous-mêmes de manière que nous n'aurions jamais imaginé possible. Carmen sourit en contemplant les photographies qui documentaient des histoires de transformation et de guérison. « Je crois que c'est le plus beau paradoxe de la compassion, » réfléchit-il. Quand on tend la main pour aider les autres, on découvre inévitablement que nous sommes aussi guéris dans le processus. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient ensemble vers leurs foyers respectifs à travers les rues illuminées par les décorations de Noël qui ornèrent le centre-ville, tous deux réfléchirent au voyage extraordinaire qui avait commencé avec un simple sandwich laissé près de la grille de l'école. Carmen n'était plus la femme solitaire et dévalorisée qu'elle avait été 3 ans auparavant. Elle était une leader communautaire respectée, une éducatrice dont la sagesse était recherchée par ses collègues et les fonctionnaires, une personne dont la vie avait un but et un sens qui s'étendait bien au-delà de ses circonstances personnelles. Édouard n'était pas non plus l'homme désespéré qui avait envisagé de mettre fin à ses jours sur le pont des Arts. Il était un professionnel qui avait retrouvé sa carrière, un défenseur des droits des sans-abri, quelqu'un dont l'expérience personnelle avait été transformée en un outil puissant pour aider les autres. Mais plus important que leur réalisation individuelle était ce qu'ils avaient construit ensemble, une amitié qui avait démontré le pouvoir transformateur de la compassion sincère et un héritage qui continuerait à avoir un impact sur les vies longtemps après qu'ils ne soient plus là. Alors qu'ils se disaient au revoir au coin de la rue, où leurs chemins se séparaient vers leurs foyers respectifs, Édouard remit à Carmen un cadeau soigneusement emballé. « Ce n'est pas grand-chose », dit-il avec la modestie qui avait caractérisé tous ses gestes pendant les années de leur amitié. Juste quelque chose pour se souvenir d'où tout a commencé. Carmen ouvrit le cadeau dans l'intimité de son appartement et trouva une photographie encadrée l'image du banc près de la grille de l'école où tout avait commencé, prise de l'angle exact où Édouard avait l'habitude de s'asseoir pendant ces matins froids d'il y a 3 ans. Au bas du cadre, Édouard avait écrit avec sa calligraphie soignée « Là où 2 âmes perdues se sont rencontrées et se sont mutuellement sauvées ». Carmen plaça la photographie à une place d'honneur près de sa théière, où elle pouvait la voir chaque matin en préparant son thé. Chaque fois qu'elle la regardait, elle se souvenait de la leçon la plus importante qu'elle avait apprise. On ne sait jamais quand un petit acte de bonté peut changer le cours d'une vie, ou comment, en tendant la main pour aider un autre, on peut finir par se sauver soi-même. L'histoire de Carmen et Édouard était devenue quelque chose de plus grand que leurs expériences individuelles. Elle s'était transformée en un témoignage du pouvoir de la compassion humaine, une démonstration que même dans les moments les plus sombres, la connexion sincère entre 2 personnes peut créer des ondes de transformation qui s'étendent bien au-delà de ce que quiconque pourrait imaginer. 3 ans après ce premier sandwich, alors que Carmen se préparait à dormir dans son appartement qui ne se sentait plus vide mais plein de buts et de connexions, elle réfléchit aux mots qu'Édouard avait prononcés dans la salle d'audience des années auparavant. Il avait dit qu'elle l'avait nourri non seulement avec de la nourriture, mais avec la confirmation qu'il avait de la valeur en tant qu'être humain. Ce que ni l'un ni l'autre n'avaient pleinement compris à ce moment-là, c'est que l'acte de nourrir, un autre avait été également nourrissant pour celui qui donnait. Carmen avait trouvé en Édouard non seulement quelqu'un qui avait besoin de son aide, mais quelqu'un qui pouvait lui rendre son sens du but et de la valeur personnelle. En éteignant la lumière de sa chambre, Carmen sourit avec la profonde satisfaction de quelqu'un qui avait vécu une transformation complète. Elle n'était plus la femme qui s'était sentie invisible et insignifiante. Elle était quelqu'un dont la vie avait un sens, dont les actions comptaient, dont l'existence faisait une différence tangible dans le monde. Et quelque part dans la ville, Édouard s'endormait avec des pensées similaires,
reconnaissant envers la femme qui avait vu en lui quelque chose de précieux quand il avait cessé de le voir, et conscient que sa propre transformation avait été possible grâce à l'opportunité de devenir quelqu'un qui pouvait aussi donner et pas seulement recevoir. Leur histoire avait démontré que la rédemption est possible pour tous, que la compassion a le pouvoir de transformer des vies de manière qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, et que parfois les rencontres les plus fortuites peuvent aboutir aux connexions les plus profondes et les plus transformatrices. Félicitations, écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.